Ah, petite vidéo de Casper Trading. Je trade avec 50 € pour prouver que c'est pas de la chance. J'ai regardé un petit peu le début entre nous pour me chauffer quand même. Analyse de la vidéo d'un trader rentable. Allez, le J'ai début c'est là. risqué 50 € pour gagner 1000 € en 20 jours de trading et pour prouver que c'est pas de la chance. Tout le monde croit que pour faire des gros multiples sur ce compte, il faut... J'ai même pas entendu. J'ai misé 50 € pour gagner 1000 € en 20 jours de trading. 12 août 2024. J'ai risqué 50 € pour gagner 1000 € en 1er juillet 2025. Oh les gars, vous êtes bientôt 100 000 abonnés sur sa chaîne. Il n'y en a pas un qui a été foutu de voir ça. Vous faites quoi? Et après, vous voulez apprendre le trading? Vous n'êtes pas capable de regarder si ce qu'il dit c'est vrai ou pas? Et vous voulez, vous faire former par un mec qui... Tout le monde croit que pour faire des gros multiples sur ce compte, il faut un gros capital. Alors que le plus important, c'est juste avoir les bonnes stratégies. Je vais donc vous expliquer comment j'ai fait pour avoir ces résultats et surtout vous montrer que malgré tout ce que les gourous vous disent, si vous avez en trading une approche simple, que vous tradez un seul pattern, un seul actif, une seule time frame, tout le monde peut réussir à gagner de l'argent en trading, même en partant avec très peu. Ok, alors combien je suis venu risquer sur chacun de mes trades, quels ont été mes lots et quels ont été mes targets. La gestion du risque, lorsque vous avez un petit compte, c'est vraiment le plus important. Et vous avez beau avoir la meilleure stratégie de trading, celle qui sort directement des sous-sols de BlackRock, que vous avez acheté des centaines de milliers d'euros, si vous avez une gestion du risque comme ce qu'on vous apprend sur Internet, pour un petit compte de trading, vous y arriverez jamais. Déjà, et ça va vous choquer, mon risk-reward sur chacune de mes positions était entre 0,8 et 1 maximum. C'est-à-dire que sur chaque trade, je me risquais 1% pour gagner 1%. À chaque fois, je gagnais maximum une fois mon risque. La plupart de mes trades ressemblaient donc à quelque chose comme ça. Vous avez vu, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le risk reward, lorsque vous simulez un trade, vous voyez ici ratio risque-récompense, et là j'étais à peu près à 1. C'est-à-dire que je venais risquer 20 pips pour gagner 20 pips. Aussi simple que ça. Je prenais 100 € de risque pour gagner 100 €. Et j'essayais jamais de gagner plus qu'une fois mon risque. Alors je sais ce qu'on vous dit, il faut avoir minimum 2 de risk-reward, sinon vous serez jamais rentable. On vous montre des screens sur Instagram avec des trades qui ressemblent à quelque chose comme ça, en vous disant ouais ce trade, tu avais investi 100 €, tu te serais retrouvé avec 500 €, mais ça c'est du bullshit à 100%. Parce que oui, tu peux faire passer un gros trade comme ça, mais sur 100, combien t'en fais passer? 20, grand maximum. Et lorsque... Hop, pause. Il a dit que j'en faisais passer que 20. Pour ceux qui sont intéressés, dans la description, allez cliquer, vous pouvez télécharger mon journal de trading, voir mon bilan de l'année 2024 notamment, voir l'année 2025, les premiers mois, janvier, février, qui sont en cours. J'ai un ratio risk-reward sur mes trades de 4, 5. Je prends minimum 3 R quand je prends un trade. Alors, quand je perds, je n'ai pas 3 R, on est d'accord. Mais je vise des gros RR et j'ai 60% de réussite et non pas 20. Ce qui compte, c'est pas le RR, c'est une multitude de choses. La stratégie, la psychologie, la gestion du cap, c'est plein de choses, Casper. Ça suffit pas ce que tu dis. Je suis désolé, ce n'est pas cohérent. Que tu as 20% de tes trades qui passent, alors oui, sur le papier, tu es rentable, mais il y a ce tableau qui est hyper intéressant et qui montre simplement, en fonction de ton win rate, les pertes consécutives que tu peux avoir d'affilée. Et tu peux voir que lorsque tu as 20% de win rate, faire 8 stop loss d'affilée, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. C'est-à-dire que 8 fois d'affilée, tes trades ne passent pas et tu vois du rouge apparaître sur ton compte de trading. Personnellement, même avec des années en trading, sans même parler de ce petit compte, même sur mon compte principal, je sais très bien que je ne serai pas à l'aise à faire 8 pertes d'affilée, que je vais commencer à remettre ma stratégie en question, que je vais commencer à faire un petit peu n'importe quoi sur mon compte. Par contre, en diminuant mon risque reward, j'arrive à avoir un win rate qui est beaucoup plus élevé et faire maximum 2 pertes, voire 3 d'affilée. Voilà, chacun... Alors, sur l'aspect psychologie, si toi, psychologiquement, t'es pas OK de faire 8 pertes d'affilée, parce que t'es pas confiance dans ta stratégie, c'est louable, c'est OK. Genre, chacun sa strat, chacun sa psychologie, et on définit comment on se sent bien. Du coup, si tu dis à tout le monde de faire ce que tu fais, ça veut dire que pour certaines personnes, ce ne sera pas adapté. Sachez-le. Certaines personnes, pour vous, cette stratégie ne sera pas adaptée. C'est pas grave. Il y en a, ils doivent faire plus du scalping, d'autres du day, d'autres du swing. Chacun doit trouver sa strat qui lui convient personnellement.
Quand vous êtes débutant, au début, vous n'avez aucune notion de si votre stratégie va marcher ou pas. Donc si vous le faites sur un capital de 50 balles et que vous avez des RR de moins de 1, vous courez à votre perte. C'est une évidence. Parce que c'était marqué sur son tableau. Si tu perds, si tu es débutant, me dis pas que tu vas avoir plus de 50% de réussite. Tu es débutant, tu sais pas trader. Il y a très souvent des chances où tu vas te tromper. Donc vu que tu vas te tromper plus que le nombre de fois où tu vas réussir, eh ben, tu vas juste niquer ton compte, point barre. Que Casper le veut ou non, point barre. C'est comme ça, vous le savez tous au fond de vous, que vous allez cramer ce compte. La stratégie de Casper, là, d'avoir 1 pour 1, elle est bonne si vous savez que votre stratégie fonctionne et que vous avez confiance en cette stratégie. C'est peut-être son cas, et dans ce cas-là, c'est OK. Est différent, chacun a une personnalité qui est différente, mais lorsque vous allez vouloir faire aussi grossir un petit compte de trading, je vous invite à privilégier le taux de réussite que le risk-reward. Donc j'ai pris 1, voire même des fois 0,8 de risk-reward. Mon but, c'était pas faire un trade qui allait faire x20 sur mon compte de trading. Non, c'était tous les jours le faire grossir. Grâce à la stratégie que j'ai mis en place, je sais que j'arrivais à faire plus de 60% de win rate. J'étais autour des 70-80. Et donc forcément, avec ce gros win rate, ça a permis d'augmenter le risque par trade. Attention, ce que je vais vous dire, c'est hyper risqué. J'ai aussi cramé des comptes, mais je m'en fiche. J'avais un gros win rate. On casse Internet ou pas là? On se la remet là, ce qu'il vient de dire? Attention, ce que je vais vous dire, c'est hyper risqué. J'ai aussi cramé des comptes, mais je m'en fiche. J'avais un gros win rate. Mais dites-vous que je prenais... Tout le monde est prêt? Il s'en fiche. Il a cramé des comptes, il s'en fiche. Voilà. Merci Casper. Donc, tu as 100 000 abonnés et tu promeus des stratégies qui t'ont permis de cramer des comptes et tu t'en fiches. Entre 20% et des fois 50% de risque sur mon capital. Et vous devez vous demander, mais pourquoi tu risques jamais la même chose? Pourquoi le risque, il n'est pas fixe? Il y a 2 principales raisons à ça. Déjà, il y a des moments où psychologiquement, je devais venir risquer plus ou moins. Notamment lorsque j'étais autour des 1000 $, j'étais à 980, quelque chose comme ça, j'allais pas rentrer en risque plein sur le marché. Pareil, à un moment, je me suis pris 3 stop loss d'affilée. Je suis venu diminuer mon risque parce que sinon, mon compte allait être foutu. Le deuxième point, c'est ce qui fait vraiment le plus la différence. Je l'utilise depuis bientôt 2 ans et demi. C'est ce qu'on appelle une stratégie de draw up management. Et moi, je l'utilise sur tous mes comptes, que ce soit mes comptes de trading principaux avec 6 chiffres dessus ou ces petits comptes. L'exemple que je prends souvent pour expliquer ce que c'est que ce... Avant que tu nous expliques le drop management, je reviens sur si tu mets 20%, 50% de marge de ton compte de trading sur une position, c'est qu'en moyenne, tu es à 35%. Tu prends un trade, tu perds ton trade. Si tu avais un capital de 100 balles, tu perds 35. 2 trades, tu repères. 35, 3 trades, tu n'as plus de compte en fait. En 3 trades, tu as niqué ton capital, tu es hors du game. Donc tu recommences, tu fais un nouveau compte, tu remets 100 balles ou 50 comme il le disait. Tu prends un trade, 2 trades, 3 trades, si les 3 sont perdants, tu es out of the game. Je ne comprends pas la pertinence de ces propos-là. Le niveau du risque au début du compte, c'est n'importe quoi. Si vraiment tu valides des étapes où tu dis oh, j'ai commencé à avoir un compte à 1000 et du coup tu commences à mettre en place cette stratégie, bah c'est simple, tu mets une perte, 35%, donc tu perds 350 balles, 2 pertes, pareil, 3 pertes, pareil, tu n'as plus de compte. De toute façon, peu importe que tu aies 50 balles, 1000 balles, 100 000 balles, tu perds 3 trades d'affilée, tu n'as plus de compte. Donc c'est une stratégie de merde. Le draw up, c'est un joueur de foot. Un joueur de foot, il va faire 2 matchs excellents. Le gars, il a marqué tous les buts, il a fait les meilleurs dribbles, bref, il a été monstrueux. Est-ce que pour le 3e match, son entraîneur va lui dire tu restes sur le banc de touche, aujourd'hui tu joues pas? Évidemment que non. Au contraire, il va même demander à tous ses coéquipiers de lui faire encore plus de fois la passe pour profiter que ce joueur soit très bon et que tous les matchs soient gagnés. Par contre, attention, dès le moment où le joueur de foot il sera moins bon ou il sera blessé, ben pour le coup il sera mis de côté. Nous en trading, on peut avoir cette même philosophie sur les marchés. Dès qu'on va faire une série de trades gagnants, on va pouvoir augmenter son risque, profiter du contexte, profiter de notre analyse qui est bonne. Et par contre, dès qu'on a des séries de pertes, venir diminuer son risque pour ne pas tout perdre. En faisant ça, ça va vous permettre de maximiser les moments où vous êtes bon sur le marché et de minimiser les phases où vous êtes moins bon. Lorsque vous n'avez pas une stratégie de draw up, votre compte de trading fait souvent ça, des dents de scie. Par contre, dès que vous utilisez le draw up management, et ben lorsque vous allez faire des bonnes périodes, votre compte va exploser. Les mauvaises périodes, vous allez diminuer votre risque. De nouveau une belle période, ça explose. Mauvaise période, ça diminue le risque, etc. Et je vous assure que si vous voulez faire Admettons que ce qu'il dit ce soit bien vrai, bien juste, et il me prouve avec un journal de trading sous mes yeux, et je vois que ça marche. J'ajouterai à ce qu'il vient de dire 2 choses.
La première, c'est analyser vos trades. Prenez du recul sur le trading que vous avez fait et essayez de regarder les phases où vous aviez des drawdowns, les phases où vous aviez des hausses. Et à chaque fois que tu enchaînais des pertes et que tu as commencé à plutôt perdre de l'argent, est-ce que tu étais dans les bonnes conditions? Je sais pas, il y a des gens, ils changent de travail, ils déménagent, ils font un enfant, il y a des trucs qui font que dans leur vie, psychologiquement, c'est compliqué. Et bah, du coup, plus tard, avec du recul et de l'expérience, bah, vous évitez de trader dans ces phases-là parce que vous le savez, vous avez du recul sur des éléments qualitatifs, la qualité de vos trades. Vous étiez dans des périodes où vous étiez positif, tout va bien dans votre vie, et là, vous avez peut-être des meilleures séries de gains. Donc, essayez de trader dans ces périodes-là. Ça peut être les horaires dans la journée, ça peut être plein de choses. Qualitatif. Deuxième point, c'est quantitatif. Quantitatif, ça veut dire peut-être que tu as l'habitude d'avoir des séries de gains, et puis de temps en temps, des petites séries de pertes. Donc, bon, voilà, tu as déjà analysé le qualitatif, et tu peux aussi te dire, par rapport à la strat qui vient de proposer, d'augmenter ton exposition quand tu commences à avoir une série de gains, mais du coup, tu as fait une moyenne en amont, vu que ça fait longtemps que tu traites, que tu accumules de la data et que tu mets en place un petit outil supplémentaire, celui que nous propose Casper, en plus de ce que tu fais déjà et qui marche déjà. Ne va pas commencer à essayer des trucs nouveaux, farfelus. Ta stratégie marche déjà. Et tu as vu que tu enchaînais des séries, admettons, en moyenne de 10 trades gagnants. Et tu sais qu'au bout de 3-4 trades, tu peux commencer à mettre en place sa stratégie. Et tu vas l'arrêter peut-être à 8. Comme ça, en termes de moyenne, des fois à 8, tu commences à avoir des pertes, ou des fois c'est à 12, mais tu ne vas pas jusqu'à 10, parce que c'est trop aléatoire. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on propose sur le joueur de foot, ouais, il a gagné 2 matchs, on va augmenter les passes et tout. C'est aléatoire, alors que le trading, il y a quand même un petit peu une partie de statistique. C'est compliqué, c'est pas aussi simple que ça. Donc son propos, il est intéressant, mais voilà, pour moi, il faut plus d'informations pour que ce soit pertinent et que ça fonctionne, selon moi. Exploser des petits comptes de trading, c'est ce qu'il faut faire. Donc ce tableau, c'est les paliers que j'utilise moi sur mon compte de trading personnel. Avec, vous avez vu, dès que je fais plus 3% de mon capital, je vais augmenter mon risque jusqu'à maximum aller jusqu'au palier 3 avec 5% de risque. Là, pour ce challenge, j'ai commencé au palier 0 avec 20% de risque. Dès que je montais au palier 1, 30, palier 2, 40 jusqu'à maximum 50% de risque sur chacune des prises de position. Et je venais diminuer ce risque à chaque perte. En plus de ça, et moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que pour ce challenge, j'ai tradé avec un effet de levier de 1 pour 500. Et cet effet de levier, je l'ai sur quasiment tous mes comptes de trading. Ajoutez un effet de levier sur votre compte, malgré ce que croit 80% de la population, ça vous fait pas prendre plus de risques sur le marché. Juste ce levier permet d'augmenter la marge disponible sur votre compte. Là, avec un effet de levier de 1 pour 500, si vous avez un compte de trading à 1000, vous pouvez au total prendre pour 500 000 $ d'exposition sur le marché. Et moi qui fais du scalping, cette exposition, elle est hyper importante. Si j'avais pas eu cet effet de levier et que j'avais par exemple eu un effet de levier de 1 pour 10, eh bien avec mes 1000 $, j'aurais pu simplement risquer 10 000 $ sur un trade. En gros, c'est-à-dire que vous prenez un trade avec un risque de 20% et c'est tout. Bref, vous avez plus de marge ensuite. L'effet de levier, faut vraiment le voir comme une boisson énergisante. Une boisson énergisante, c'est quelque chose qui va vous booster. Mais si vous êtes mauvais en sport, que vous entraînez pas naturellement, que vous preniez une boisson énergisante ou pas, ça va. Fout boisson énergisante, là, putain de merde. Enfin, je suis ronchon, là, je suis ronchon. Donc, l'effet de levier. Si t'es débutant, au début, tu touches pas. Parce que tu sais pas ce que c'est le trading. Déjà, apprends à trader, sois rentable. Une fois que tu es rentable, que tu as vraiment prouvé qu'au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, tu es rentable, tu commences à vouloir gérer tes fonds d'une manière différente. Que tu grandis dans ton trading, dans la gestion de ton capital. Le levier devient intéressant à ce moment-là. Pourquoi au début tu dois absolument l'éviter? Parce que tu sais pas ce que c'est que le money management. Tu sais pas ce que c'est qu'un stop loss. Du coup, ça se trouve que la moindre position où t'as pas mis de stop loss va cramer ton compte. Avec un levier de 100, un levier de 500, tu vas cramer ton compte en intégral. Et Casper, tu peux pas dire le contraire. Il y a une possibilité, si un débutant ne maîtrise pas les outils de base de stop loss et compagnie, il peut se faire cramer son compte. Si on est dans les cryptos, parce qu'en plus il me semble que Casper est aussi dans les cryptos, tu peux être en isolated ou en cross margin. Sur certains comptes, tu dis, ah bah tiens, je vais mettre juste 1% de mon capital, mais t'es en cross. Du coup, quand tu as un stop loss qui est censé être pris, des fois, on va prendre le reste de ton compte pour couvrir ta position. Ça va l'éteindre. Il n'y aura pas juste le stop loss qui va t'arrêter, te protéger. Donc il y a aussi des personnes qui parfois se font avoir par rapport à ça parce qu'ils ne maîtrisent pas les outils. Donc au début, virez ça. Si au bout d'un moment, vous êtes vraiment bon, vous êtes rentable et compagnie,
sans dire que vous êtes millionnaire, c'est pas rentable, c'est pas millionnaire, mais juste vous arrivez à gagner de l'argent avec ça, et vous commencez à avoir un petit compte intéressant, par exemple, vous avez 1000 balles, et ben mettez peut-être 80, non, oui, 90%, donc 900 balles sur un ou des comptes, diversifiez les comptes sur lesquels vous avez votre capital. Si une plateforme ferme, eh bien c'est pas grave, vous avez toujours toutes les autres. Si sur une plateforme vous avez les 10% du capital, où vous avez aussi sous-coupé cette partie-là, eh bien éventuellement, si vous prenez un stop loss, avec un gros levier, vous avez fait une connerie ou je sais pas quoi, ça cramera pas les 100% de votre capital. Là, le levier devient intéressant. Parce que du coup, vous n'engagez pas à chaque fois l'entièreté de votre capital, non pas dans la position, mais comme couverture. Je vais le refaire parce que ce n'était pas clair. Donc on fera en mode tac tac tac. Euh, 17h49. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es débutant, le levier, il ne faut pas le toucher. Mais je vais quand même expliquer ce que c'est. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le toucher? Avant d'expliquer ce que c'est. Si tu es débutant, tu es même pas rentable. Donc, n'essaye pas de chercher des stratégies pour gagner plus, essaye déjà juste d'être rentable. Essaye déjà tous les mois de gagner 1% sur ton capital. Il y a des mois où tu vas perdre, il y a des mois où tu vas gagner. Sur une année complète, essaye d'être rentable. Et quand tu seras rentable, tu pourras ajouter des outils supplémentaires. Le levier, c'est pas un outil pour t'aider à gagner plus, selon moi, parce qu'à partir du moment où tu utilises des outils pour gagner plus, bah, de l'autre côté, tu peux perdre plus. Pourquoi? C'est ce qu'il explique pas. C'est parce qu'à partir du moment où tu engages, admettons, tu dis, oh, je vais prendre une position que je vais engager 1% de mon capital sur cette position. Mais tu t'es planté sur ton stop loss. Tu as mis un levier énorme. Du coup, quand le marché vient sur ton stop loss, c'est pas ta position qui va être coupée, mais ça va bouffer la marge que la plateforme va utiliser avec le reste de ton compte. Donc même si tu avais genre 100 balles et que tu t'étais dit je voulais perdre que 10, tu avais même 10% parce que tu suis les, les, les informations d'un expert comme on l'a à l'écran, la mèche arrive à ton stop loss, mais tu t'étais planté, tu étais non pas en isolated, mais tu étais en cross, le stop loss se déclenche pas parce que tu l'as mal mis, et ben ça va venir liquider le reste de ton compte. C'est des choses qui arrivent très souvent avec les débutants parce qu'ils ne maîtrisent pas cet outil. Si vraiment tu es confirmé, que tu commences à avoir un gros capital, peut-être, je sais pas, 10 000, 20 000 euros, tu dis, bah, je vais pas tout mettre sur la même plateforme. Le risque, il est beaucoup trop important. Donc déjà, je vais sous-diviser mes comptes. Je vais avoir un petit peu d'argent à droite, un petit peu d'argent à gauche. Peut-être que même, je vais avoir de l'argent qui sera pas du tout sur les plateformes de trading, que je vais placer avec des intérêts sur d'autres plateformes. Et du coup, je vais pas disposer d'assez de capital sur les plateformes pour trader, pour mettre 1, 2, 3% de mon capital engagé en tant que marge dans une position sur un trade. Et donc, je vais utiliser le levier à ce moment-là. C'est comme si je vais emprunter de l'argent juste pour avoir ce qui était nécessaire pour engager une position. J'espère que j'étais bien clair. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc, c'est un outil supplémentaire quand on sait déjà trader. Va changer en rien à vos performances. Maintenant, si vous faites déjà du sport, que vous maîtrisez déjà ce que vous faites, et ben prendre une boisson énergisante, ça va vous permettre de booster vos résultats. Le levier, si vous maîtrisez votre money management, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui va booster vos résultats. Et lorsqu'on veut faire grossir un petit compte, c'est obligatoire. Ensuite, il y a le type de trading. Lorsque vous êtes trader, vous avez trois gros choix. Soit vous faites ce qu'on appelle du swing trading, c'est-à-dire que vous vous mettez sur des gros intervalles de temps, comme du 4 heures, comme du daily. Donc c'est des intervalles de temps. Vous allez prendre ce qu'on appelle des swings, des grosses positions qui vont mettre peut-être un mois, voire un jour à se valider. C'est pas ça c'est pas parce que tu fais du swing que tu prends des grosses positions, Casper. Tu dis n'importe quoi là. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle du day trading, c'est se mettre sur du 1 heure, voire même du 30 minutes. C'est prendre un trade le matin, le clôturer dans la journée et que la prise de position dure quelques heures. Et puis, il y a le scalping. Donc le scalping, c'est lorsque vous vous mettez sur du 5 minutes, du 1 minute ou même des plus petites intervalles de temps. Moi, je fais que du scalping. Et pour moi, si vous voulez faire grossir un petit compte, c'est la stratégie que vous devez avoir. Il y en a beaucoup qui vous parlent du swing trading comme une méthode révolutionnaire. Ils vous font croire qu'il vous suffit de prendre un trade par semaine et ensuite, bah, vous avez votre trade qui court, vous avez juste à le gérer un petit peu, mais la vie est belle, vous pouvez vous reposer. Sauf que ce qu'ils vous disent pas, c'est que pour réussir en swing trading, il faut vraiment avoir minimum un compte de trading à 10 000 dollars. Mais c'est vraiment le minimum. Parce que lorsque vous faites du swing trading, Minimum 10 000 dollars. Si t'as pas 10 000 dollars, fais pas de swing. Et du coup, si t'as 1 million, tu fais quoi?
façon que si tu n'es pas rentable, si tu n'es pas rentable, que tu aies un compte de 10 euros, de 10 000 ou d'1 million, si tu n'es pas rentable, c'est tout. Si tu niques, si tu crames des comptes de 10 ou de 100 balles, si je te donne 10 000 euros, tu vas aussi les cramer. Tu ne seras pas meilleur parce que tu ne sais pas faire. Et ça, c'est dur à accepter au début. Ouais, j'ai pas assez de capital, machin, faut que je mette du levier. Non! Apprenez à être rentable. Quand vous serez rentable, que vous aurez du capital, là, je dis pas que vous allez pouvoir mettre plus de levier, vous en mettrez en plus, pas plus, parce que du coup, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quand on fait du swing, on n'a pas des plus grosses positions que quand on fait du scalping. Tu fais du scalping, toi tu mets 20 ou 50% de position, tu as dit c'était pour faire décoller des petits comptes. Ça veut dire que je pense qu'une fois que tu as un gros compte, tu fais pas des stratégies aussi débiles que ça. Donc peut-être qu'il va mettre 1, 2, 3%, c'était ce qui est marqué sur son tableau tout à l'heure. Et bien en swing, on met exactement la même chose. 1, 2, 3%, c'est pareil. Aucun sens ce qu'il dit. Et par contre, si Casper, il est très bon en scalping, il faut qu'il continue le scalping. Si vous êtes très bon dans une ou autre, j'ai envie de dire, continuez à peaufiner votre stratégie dans votre thématique. Si vous êtes bon dans quelque chose, allez à fond. Genre Mbappé, il est bon au foot, il ne va pas commencer à aller faire du parapente. Il est bon au foot, soit encore meilleur au foot. Il va gagner encore plus d'argent, c'est logique. Continuez à vous spécialiser dans votre expertise. Par contre, c'est votre expertise. C'est vous qui l'avez choisi, qui l'avez défini, parce que ça vous correspond à vous. Pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Faites pas du swing parce que j'en ai parlé. Faites pas du scalping parce que lui il vous en a parlé. Faites-le parce que vous avez expérimenté, parce que ça vous plaît, parce que ça vous parle, parce que vous vous sentez bien et parce que vous gagnez. C'est ça le plus important. Trading, donc vous essayez d'avoir en gros ce genre de mouvement. Et pour avoir ce genre de mouvement, tu dois avoir des stop loss de 300, 400 pips. Si tu veux avoir un bon money management, avec 50 dollars sur un trade, tu n'y arriveras jamais. En plus de ça. Mais alors, parler en pips, je suis désolé Casper, mais parler en pips, ça sert à rien. C'était marqué moins 1%. Bon, bah, du coup, si jamais tu as un compte qui vaut 100 000 balles et que tu dis je suis prêt à mettre 1% de mon capital en jeu, bah, du coup, déjà, tu n'as pas besoin d'utiliser de levier. Tu vas mettre sur 100 000 balles 1000 euros. Le stop loss égale 1000 euros. Bah, ça descendait de 1%, tu perdais 1000 euros. Et voilà, tu perdais pas plus en swing que dans une autre stratégie. Et voilà, les pips, on s'en fout. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça, en swing trading, vous avez des frais par trade qui explosent, notamment le swap. C'est le frais que vous allez avoir quand un trade dure 24 heures. Et ce petit frais de swap que vous prenez tous les jours, chaque lot sur daily, même si c'est quelques euros, lorsqu'on commence, ça a un gros impact sur sa rentabilité. Et ensuite, forcément, vu que tu vas chercher des gros mouvements, tu peux prendre que 1, voire maximum 2 trades par semaine. Donc avec 2 trades par semaine, ça va être... Je vais péter un câble. C'est pas des frais de swap. On est dans les cryptos. Tu rentres en position. Tu as des fees d'entrée en position. On va rester en français, comme ça on se comprend tous. Parce que moi je parle français, je suis en France. Donc j'entre en position. Parfois sur certaines plateformes, je peux avoir des frais, je sais pas, de 0,20 centimes, 40 centimes, 1%, ça dépend sur quelle plateforme. Quand j'achète en spot ou quand j'achète en futur, en CFD. Entrée, des frais. Sortie, des frais. Dans les deux cas, tu auras des frais à l'entrée et à la sortie. Frais de taker ou de maker en anglais. Et ensuite, pendant la durée de la position, tu as aussi des frais si tu es en futur, pas en spot, en futur. Donc tu peux faire du trading en spot, c'est moins facile à gérer que le futur, parce que le futur, il y a plus de possibilités, mais on ne va pas rentrer dans les détails, sinon je fais une vidéo de 4 heures. Des frais de détention de la position, que tu vas payer suivant les plateformes. En général, ça peut être toutes les heures, toutes les 4, toutes les 24, c'est plutôt rare, mais on va dire plutôt toutes les heures, parce que la plateforme te prête de l'argent. Je ne rentre pas dans les détails. Et effectivement, quand tu fais du swing trading, tu restes plus longtemps en position que quand tu fais du scalping. Mais quand tu regardes au final, si tu es resté pendant un jour, 2 jours, peut-être qu'en termes de frais, ça t'a coûté 1% de ta position. 1% de tes gains. C'est quoi? C'est rien. Si dans ton money management, tu fais des 2, 3, 4 R, admettons, si jamais ton compte il fait 1000, que tu gagnes un trade où tu gagnes 1%, du coup tu as gagné 10 balles, et tu vas payer 1% des 10 balles. Du coup tu vas payer 1 centime sur 10 balles. Peut-être que sur le long terme, ça réduit un petit peu tes performances. Ok, je l'entends, bien sûr. Ça réduit tes performances par rapport peut-être au scalping, parce que le scalping, tu es moins exposé moins longtemps.
Et je vois pas le problème, c'est pas non plus cher, c'est pas comme si tu payais à chaque fois la moitié du prix de ta position. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, il est en train de descendre quelque chose pour favoriser sa stratégie. Mais du coup, ça induit les débutants, encore une fois, en erreur, parce qu'ils vont penser que le scalping, c'est mieux que quelque chose d'autre. Le scalping, c'est différent. Le swing, c'est différent. Et du coup, on gère différemment les positions. Et il a dit aussi, pardon, que quand tu es en swing, tu peux pas prendre plusieurs positions en même temps. Et pourquoi? Bon, l'autre fois, j'avais une position sur le pétrole. Je crois que je l'ai ouvert je dirais une connerie, peut-être en août. J'avais des positions sur les cryptos en août. Les deux, elles ont évolué comme ça. J'ai fermé des positions sur les cryptos en décembre. Des gros swings. Et le pétrole, je l'ai fermé encore plus tard, en janvier, je crois. Genre, j'avais deux positions. J'avais une position sur Google dans les actions. Trois positions en même temps, puis dans les cryptos, j'avais encore d'autres positions en même temps dans les cryptos. Donc des fois, j'en avais 5-6, c'est possible. Toi, tu prends 20-50% de risque sur 50 balles. Ben, moi, je peux me permettre d'ouvrir 5 positions avec 1% chacune, quand la première, je l'ai déjà mis à BE, puis la deuxième, je l'ai mis à BE, donc je peux en ouvrir une autre. Je vois pas le problème, en fait, Casper. Pourquoi est-ce que tu casses du sucre sur mon dos, là, avec le swing trading? Je me sens attaqué. Je dis ça pour déconner, mais non, je suis désolé, ce que tu dis, ce n'est pas pertinent. Ta stratégie en scalping est peut-être très bonne, mais ce que tu dis n'est pas pertinent sur le swing, je suis désolé. C'est compliqué d'aller chercher des gros multiples. Le day trading, c'est pas mal, mais ça demande d'être tout le temps connecté sur ces graphiques de 8h à 18h. Et personnellement, moi, j'adore faire du trading, mais rester 8 heures connecté sur un graphique, j'arrive pas. Donc, le scalping, pour moi, c'est la meilleure stratégie parce que vous allez pouvoir avoir 4 à 5 trades par session. Et en plus, on va le voir juste après, ça vous permet de trader 1 à 2 heures par jour maximum. Moi, je crois beaucoup à la loi de Pareto. Cette loi de Pareto, elle dit quelque chose de très simple. Elle dit que 20% de vos efforts doivent donner 80% des résultats. Je trade 20% de ma journée pour être le plus concentré, prendre uniquement les trades 5 étoiles et c'est ça qui me permet d'avoir 80% de mes résultats. Prochaine métrique ultra importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la session de trading sur laquelle vous allez appliquer la stratégie. Il faut savoir qu'il y a 3 voire 4 sessions, donc Sydney, Tokyo, Londres, New York, mais Sydney et Tokyo, moi c'est ce que j'appelle la session asiatique, donc pour moi il n'y a que 3 grosses sessions. Et je vais vous montrer que vraiment chacune de vos décisions que vous devez faire sur votre stratégie, sur votre compte, doit être calculé. Vous ne devez pas laisser de place au hasard parce que en calculant tout, vous allez avoir les probabilités avec vous et donc vous allez pouvoir faire partie des 10% des traders gagnants. Moi, je trade qu'une session et je vais vous expliquer pourquoi par élimination. Déjà, session asiatique, donc Sydney-Tokyo, je la trade jamais cette session parce qu'il faut savoir que le marché range et en plus de ça, le spread sur ces sessions, parce qu'il y a beaucoup moins d'intervenants, est 3 voire 4 fois plus élevé. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un spread, c'est tout simplement la commission que prend le broker. Si vous rentrez par exemple sur le Bitcoin en achat à 100 000 $, c'est-à-dire que le prix affiché sur votre broker sur TradingView c'est 100 000 $, en réalité vous n'allez jamais être exécuté à 100 000 $. Vous allez être exécuté peut-être à 100 016 $. Ce 16 $ qui s'est rajouté, c'est le spread. C'est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel vous rentrez. Et c'est comme ça que les brokers se rémunèrent. Et c'est pour ça que lorsque vous ouvrez un trade, vous êtes tout le temps un petit peu en négatif. Et ça, c'est à cause de ce spread. Et justement, ce spread, il est jamais fixe. C'est-à-dire que ce sera jamais tout le temps 16. Des fois, ce sera moins, des fois, ça sera plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la session asiatique, le spread est 3 à 4 fois plus gros. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver ici à avoir 50. Alors là, pour le coup, j'en sais rien. Est-ce que tu me parles du Forex? Est-ce que tu me parles d'autre chose? Sur quelle plateforme tu te bases pour dire ça? Parce qu'il y a plusieurs marchés, plusieurs types d'actifs, il y a plusieurs plateformes. Est-ce que c'est vrai sur les plateformes de trading, de courtage bourse ou du Forex? J'ai pas les connaissances, donc je vais pas m'étaler là-dessus. J'aimerais bien le vérifier quand même, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce qu'il y a moins de liquidité sur les marchés asiatiques, donc ce serait pas déconnant que les plateformes elles essayent de rattraper le fait que comme il y a moins de liquidité, moins de volume, bah, elles gagnent moins d'argent pendant ces heures-là, donc elles essayent de chercher du fric ailleurs. Franchement, c'est pas déconnant. 50 $ de spread à la place de 16 si vous avez tradé sur la session américaine. D'ailleurs, petite astuce, donc le spread, normalement, il est affiché sur votre MetaTrader 4, mais sinon, vous pouvez aussi le voir ici sur TradingView. Vous avez vu ici, ce 0,07, c'est la taille du spread. On voit à chaque fois qu'il y a un écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Là, l'or est à 1813,20. Je peux l'acheter uniquement à 1813,30. On a quelques pips de spread. Donc, je trade pas cette session parce que on a le quadruple de spread et forcément sur du long terme, ça a un impact sur notre rentabilité. On a juste à trader 4 heures avant pour avoir 4 fois moins de frais. Et dernier petit point qui vous paraît logique, c'est que cette session, elle se passe la nuit, heure française. Et la nuit, forcément, on peut être plus fatigué, ça peut être plus difficile de se concentrer et d'être à son plein potentiel. Donc pas cette session. Ensuite, il y a la session de Londres. Mais moi, je préférais ouvrir des trades que sur celle de New York, donc la session américaine. Et
pour cette raison. Ce diagramme montre tout simplement la volatilité en pips sur le gold, donc le XAUSD. Mais ce que je vais vous dire, ça va marcher à peu près pour tous les actifs que vous allez trader. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir que sur notre session asiatique, il se passe quasiment rien. On a quasiment aucune volatilité. Par contre, le pic de volatilité, il est ici. Il est sur ma session américaine. Quand j'ai fait ce screen, moi j'avais 3 heures de plus. Heure française, c'est 15h et 17h. Donc je reviens à la règle de Pareto des 80-20. Oui, je vais pouvoir trouver des opportunités sur la session de Londres. Mais si je veux optimiser ma stratégie, faire en sorte que 20% de mes... Juste. Son tableau, il est peut-être très juste et très bien. Genre juste, on n'a pas les références, on n'a pas les années, on n'a pas, il manque des infos, juste pour être plus clair. Ça a l'air plausible, hein, et puis ça a une logique. Les marchés américains, en général, ça y va. Juste voilà. Prendre avec des pincettes, aller chercher pour vous-même le même tableau qu'il a mis. J'ai pas fait le travail, désolé, mais pour voir si on a vraiment de la data sur 10 ans, 100 ans. Voilà, juste pour se confirmer. Mes efforts donnent 80% des résultats et faire en sorte de passer le moins de temps sur le marché en prenant le moins de risques et en gagnant le plus. Alors je dois trader ici. Je dois trader sur cette session américaine. Je sais que j'aurai le plus de volatilité statistiquement sur ces 2 heures, 15h, 17h. Et vous avez vu, en additionnant tout ça, en mettant tout bout à bout, on augmente nos probabilités et le trading devient facile parce qu'on laisse plus de place au hasard. La prochaine étape, ça va être de sélectionner maintenant l'actif sur lesquels vous allez prendre position. Je vous conseille de choisir un actif, voire 2 grand maximum. Le fait de se concentrer que sur un seul actif, ça va nous permettre encore une fois d'avoir un très gros focus. Et pour moi, il vaut mieux savoir anticiper tous les mouvements sur un seul actif plutôt qu'essayer de choper plein de petits trades à droite à gauche sur plein de paires différentes. Pour ce challenge, moi, j'ai tradé 2 paires, donc l'or et le BTC USD, donc le Bitcoin. Alors, pourquoi j'ai choisi ces 2 paires? Il y a 3 principales raisons. De 1, ce sont des actifs qui sont actuellement sur un setup d'ultra trend. Si on dézoome toutes les intervalles de temps, comme le Bitcoin, on peut voir que sur du 1 mois, je suis haussier. Sur du 1 jour, je suis aussi haussier. Malgré cette correction, je suis aussi haussier. Et sur le temps, comme le Bitcoin, on peut voir que sur du donc le Bitcoin. Alors pourquoi j'ai choisi ces 2 paires? Il y a 3 principales raisons. De 1, ce sont des actifs qui sont actuellement sur un setup d'ultra trend. Si on dézoome toutes les intervalles de temps, comme le Bitcoin, on peut voir que sur du 1 mois, je suis haussier. Sur du 1 jour, je suis aussi haussier. Malgré cette correction, je suis aussi haussier. Et sur du 30 minutes, je suis aussi haussier. Et le fait haussier, malgré cette correction, toutes les intervalles de temps, comme l'or et le BTC USD, donc le Bitcoin. Alors pourquoi j'ai choisi ces 2 paires? Il y a 3 principales raisons. De 1, ce sont des actifs qui sont actuellement sur un setup d'ultra trend. Si on dézoome toutes les intervalles... Alors dites-moi dans les commentaires, je comprends pas le mot qui dit d'ultra trend. Je suis désolé, je connais pas ce terme, je sais pas ce qu'il a dit. Mettez-moi dans les commentaires ce qu'il a dit, je comprends pas ce mot et peut-être que vous allez m'apprendre quelque chose, ce serait cool. Attention, il a dit une énorme connerie, regardez bien sur la tendance et par rapport au time frame. Le temps, comme le Bitcoin, on peut voir que sur du 1 mois, je suis haussier. 1 mois, on vérifie là-haut, il est bien en bougie mensuelle, des creux plus bas, toujours plus haut que les précédents, des creux plus hauts, toujours que les précédents. En mensuel, on est haussier. Oui. Sur du 1 jour, je suis aussi haussier. Sur du 1 jour, on fait pas vraiment de nouveaux creux plus bas que les précédents, mais ils sont tous sur le même support. Est-ce qu'on fait des nouveaux creux ascendants? Ici, on a une clôture, ici, on a une mèche. Ici, là, cette clôture de mémoire sur TradingView, elle est inférieure à celle-ci. On n'a pas fait un nouveau creux ascendant, on a fait une prise de liquidité là-haut. Pour moi, en daily, là, il y a une tendance haussière, et une fois qu'on arrive ici, on est ce qu'on appelle dans un range. Mais bon, peut-être que tu sais pas ce que c'est qu'un range, Casper, comme tu fais pas de trading, toi. Je veux pas être condescendant, mais non, on va pas dire ça à des débutants. Là, en ce moment, la tendance, elle n'est pas clairement haussière sur Bitcoin, voire même, peut-être qu'on peut aller chercher des points... Ouais, d'ailleurs, c'était une vidéo qui datait, là, il y a une petite semaine. Hein. D'ailleurs, on est allé chercher des... là, ça fait plusieurs jours qu'on est en train de grignoter 93, 94, et on commence à avoir un retournement. Quand j'enregistre la vidéo, genre 10 jours plus tard. Donc, c'est pas ultra haussier, non. À court terme. En daily. Malgré cette correction, je suis aussi haussier et sur du 30 minutes, je suis aussi haussier. Et le fait d'avoir cette concordance entre toutes les time frames, je vais vous l'expliquer juste après sur la stratégie, c'est quelque chose qui va être hyper puissant pour avoir un win rate très élevé. Deuxième point, c'est que ce sont des actifs qui sont volatiles. Si je compare en daily le cours du Bitcoin au cours de Euro-USD, eh bien, on peut voir que Euro-USD, c'est ce que vous voyez en pourcentage avec le trait rose, n'a quasiment pas bougé. Voilà, il se passe quasiment rien sur Euro-USD, alors que de l'autre côté, on a un Bitcoin qui explose. Plus de ça, le marché du Forex, c'est un marché qui est connu pour... Pour le coup, l'or, il est en tendance haussière, je suis d'accord, mais il n'a pas autant de volatilité que le Bitcoin.
Ne nous fais pas dire ce que... hein. G. Si vous dézoomez toutes les paires du Forex, il n'y a jamais une réelle tendance qui est tracée dessus. Et pareil que pour les leviers, je sais que souvent sur Internet on dit attention, la volatilité c'est dangereux, tu peux risquer de tout perdre, il faut aller sur des marchés plus calmes pour vraiment être tranquille. Mais tous ceux qui vous disent ça, ce sont des guignols. La volatilité, quand vous la maîtrisez, c'est ce qui vous fera gagner le plus d'argent. Et enfin, le troisième point. Là, je le kiffe. Là, je kiffe. Là, enfin, j'ai trouvé mon pote. Si vous voulez faire du trading et que vous n'avez pas de volatilité, bah à un moment donné, vous n'allez pas faire de gain, quoi. Un investisseur, ce qu'il veut, c'est acheter pas cher, vendre plus cher dans longtemps. Le trader, c'est pareil, il veut acheter pas cher, vendre plus cher, mais plus rapidement. Il veut juste augmenter le timing d'exécution et d'achat et de vente. Donc, plus il y a de volatilité, plus c'est favorable pour le trader. Après, pour le débutant, oui, c'est dangereux pour le débutant, parce que le débutant, il ne sait pas faire. Il faut qu'il apprenne, donc il faut qu'il se prenne un peu les pieds dans le tapis au début, des premières erreurs, pour que, au fur et à mesure du temps, il puisse devenir rentable et comprendre comment fonctionne cette volatilité, où rentrer, où sortir, et pas se faire avoir, pas se faire piéger. Mais là, je suis d'accord avec Casper, il m'a fait plaisir. Si vous pensez que dans le Forex, c'est mieux et plus facile de trader que sur le marché des cryptos, peut-être que vous êtes des guignols. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est les frais. Donc les spreads, spécialement lorsqu'on est sur l'or. L'or, alors qu'il est ultra volatile, a des spreads qui sont plutôt bas. Et je vous dis ça parce que souvent, si vous décidez de trader des actifs volatiles, comme des paires qui sont beaucoup plus exotiques, comme par exemple le pesos mexicain contre le yen japonais, donc un actif vraiment ultra exotique qui est très peu tradé. Alors oui, lorsque on voit le marché, on peut voir que c'est ultra volatile. Là, rien que hier, il y a eu un rebond de 5% sur le Forex. Mais par contre, regardez juste là-haut, c'est ce que je vous disais avant, le spread est ultra élevé. C'est-à-dire que vos frais sur chacun de vos trades, pour le coup, sont 10 fois plus élevés que si vous tradez pas un actif. 10 fois plus élevé, c'est-à-dire... Alors, on va vérifier, on va calculer. Là, il y a 50 centimes, ouais, ok. 50 centimes sur bientôt 3000. Sur l'or, 0,50 centimes de spread, divisé par 2815 dollars l'once, si je dis pas de bêtises, d'or, fois 100, égale 0,017. On fait la même chose avec le pesos mexicain, qui nous donne, il y a une différence de 0,004, et on va le diviser par 7,5935, ce qui nous fait 0,05. Tout à l'heure, on avait 0,017. Donc, il y a une différence de 3 fois plus important. Pour le coup, sont 10 fois plus élevés. Ok, je suis en plein montage vidéo. La vidéo commence à être beaucoup trop longue. Et puis là, ce qui reste à suivre, c'est moins pertinent par rapport à ce que moi je produis, c'est-à-dire du React. Donc si tu es encore là, déjà je te remercie d'être arrivé jusqu'au moment de cette vidéo. C'est super long, ça me fait plaisir qu'on m'accompagne. Si tu veux voir le reste de la vidéo, va sur sa chaîne. Je t'invite à le faire et à te faire ton propre avis par toi-même aussi. Et ce qui va suivre, ça va être sa stratégie et un petit peu de mindset. Et là, c'est des choses qui ont été plutôt très pertinentes qu'il a dit. Donc pour moi, ça n'a pas réellement d'intérêt de réagir à des choses pertinentes. Voilà, juste, il a raison sur ces côtés-là. Et du coup, lui, ça restait, je sais plus, 3 bonnes minutes de vidéo. Donc je te laisse juste un ou deux passages qui étaient pertinents pour moi à garder dans le React, qui vont apparaître juste après. Et puis au passage, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait le plus grand plaisir. Et j'essaie de faire une vidéo comme ça par semaine pour essayer de déceler un petit peu les petits menteurs ou les petits trucs qui sont pas cool. À plus. Qui peut être aussi le plus important, c'est se fixer des règles. Parce que le trading, c'est la jungle. Si vous voulez trader avec 10 000 euros, en effet de levier de 1 pour 1000, en slip à 3 heures du matin, vous pouvez le faire. Et personne va vous en empêcher. En ayant des règles, vous vous fixez un cadre que vous devez respecter. Moi, par exemple, mes règles, c'est que je trade que entre 15h et 17h. Ouais, mais tu peux pas dire ça, parce que le problème, c'est que le mec qui est en slip dans son canapé, en règle générale, il respecte pas les règles. Si tu te respectes pas toi-même, comment tu veux respecter les règles que tu vas te fixer? Si jamais vous voulez aller plus loin en trading et puis avoir accès à tous mes trades, toutes mes prises de position en direct, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour rejoindre mon groupe privé. Sur ce les amis, on se dit rendez-vous. Voilà, vous pouvez aller sur son groupe privé si vous voulez, ou vous pouvez aller sur le mien si vous voulez aussi. Allez dans la description. J'ai pas de groupe privé. J'ai pas de groupe privé. Si ça vous intéresse un groupe privé, dites-moi dans les commentaires. Bon. On a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour ou pas avec Casper, notre ami Casper?
Je suis quand même vraiment déçu. Je sais pas si... sa strat et tout, ça a l'air très bien. Peut-être que ça fonctionne, je l'ai pas backtesté. Il a plein de... À la fin, le côté... il blablate un peu, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est plutôt très, très... C'est posé, c'est chill, ce qu'il dit, c'est intelligent. C'est ok. Mais alors, il y a un ramassis de conneries dans des autres endroits, là. De convaincre les gens de faire une strat alors que c'est peut-être pas la leur, ça je suis désolé, mais c'est pas faire, c'est pas cool. Parce qu'il y a des gens ils vont se mettre à faire du scalping alors que c'est pas leur style, c'est dommage. Et il y a deux trois trucs où pour les débutants, c'est des grosses conneries parce qu'ils vont pas, ils vont encore prendre plus de risques et encore plus perdre. Et moi ce qui me fait chier c'est ça. Il y a 90% de personnes qui perdent en trading aujourd'hui et moi ça me fait chier et du coup je suis là pour rétablir pas la vérité, tu vois, mais genre, bah si, la vérité sur les traders millionnaires à Dubaï, ça me casse les couilles, parce que leur argent, il vient pas du trading, il vient d'autre chose, de l'affiliation, de choses comme ça. S'ils sont transparents avec, tant mieux, mais il faut qu'ils montrent qu'à côté, ils tradent vraiment et que ça fonctionne, ce qu'ils mettent en place. Et voilà, enfin bref, je suis aigri. Hein. Dites-moi dans les commentaires si je suis aigri ou pas. C'est dommage quand même. Mais je suis là pour vous protéger, c'est tout. C'est la seule chose qui m'importe. Passez une bonne journée, on se retrouve dans une autre vidéo. Je pense lundi, on fera un bilan de marché. Ciao.